Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir tenir le coup après le déjeuner, parce que là, c'est un thème que j'aurais aimé le voir programmé plutôt en début de matinée. Morphine en rhumatologie, juste après le déjeuner, en fin de congrès, ça va être difficile. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un topo qui est vraiment très pratique. Je ne cherche pas à apporter des preuves scientifiques de ce que je dis, donc vous pouvez me croire sur parole. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant ce topo. Alors, je sais que la plupart d'entre vous a au moins essayé de prescrire la morphine chez des patients qui souffrent de pathologie de l'appareil locomoteur. Parce qu'on est passé d'un concept où cette classe thérapeutique était exclusivement réservée à des patients qui ont une douleur cancéreuse, mais actuellement, on sait bien que malgré les progrès qu'on est en train d'observer, en l'occurrence en matière de rhumatisme inflammatoire chronique, où les biologiques ont réellement amélioré la qualité de vie des patients, il en reste néanmoins un certain nombre de pathologies, surtout la pathologie dégénérative, où il nous arrive parfois d'être acculés à traiter des patients soit qui ont échappé à des thérapeutiques de palier 1 ou de palier 2 et qui souffrent malgré ces thérapeutiques, ou bien on voit de plus en plus des sujets âgés qui ont des comorbidités diabétiques, hypertendus, parfois sous antivitamine K. Et on est vraiment parfois difficile de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien ou de la corticothérapie chez ces patients. Et c'est là, il y a des indications particulières pour ce genre de patients et pour ce genre de situation. Alors, dans la douleur aiguë, je pense que les morphiniques montrent vraiment un réel effet thérapeutique qui soulage rapidement les patients. Par contre, dans la douleur rhumatologique chronique, c'est un peu plus nuancé. Et d'ailleurs, les recommandations que je vais vous montrer tout à l'heure concernent essentiellement la douleur chronique. C'est là où il est un peu difficile de se prononcer et il faut des règles vraiment de prescription dans ce genre de situation pour éviter le risque de mutilage ou de dépendance ou d'addiction à la morphine. Et d'ailleurs, les anglo-saxons qui ont vraiment la main facile dans la prescription de la morphine, ils ont été portés vers la prescription de masse dans les années 2000 et se retrouvent actuellement avec presque 10 000 jusqu'à 20 000 cas de décès par overdose dans la morphine. Donc, entre une attitude opioïdophobe où je ne prescris pas de la morphine parce que j'ai peur des risques de dépendance et laisser le patient souffrir et doit rater l'opportunité de le faire soulager, et entre l'option opioïdophile où je prescris à tort et à travers, donc il faut trouver un juste milieu. Donc, vous connaissez parfaitement la classification qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé en 1986, où elle a classé les antalgiques en 3 paliers. Vous voyez dans le palier 3, c'est là où on trouve la morphine et les dérivés de la morphine. Et à côté de cette classification d'antalgiques, il y a bien sûr le co-analgésique. Les co-analgésiques, on trouve les antidépresseurs, la corticothérapie, la colchicine, les cannabinoïdes, qu'on peut prescrire en parallèle avec ces classes d'antalgiques. Donc, cette classification, elle met en parallèle l'intensité de la douleur avec l'efficacité présumée des antalgiques. Et elle a été toujours dit qu'avant d'arriver à la morphine, il faut d'abord passer par le palier 1, le palier 2, le palier 3, ce qui n'est pas vrai. Et parfois, il nous arrive de démarrer un morphinique d'emblée lorsque la douleur est très intense. D'autre part, on sait très très bien que ce schéma n'est pas applicable partout, surtout en rhumatologie. Par exemple, il n'y a pas mieux de traiter une crise de goutte, même si la douleur est très intense, que de prescrire de la colchicine. Il n'y a pas de place à prescrire la morphine d'emblée dans ce genre de situation. Ou bien, par exemple, chez les spondylarthritiques, il n'y a pas mieux de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien plutôt que de prescrire la morphine. Et donc, actuellement, ce nouveau concept, c'est que, d'une part, la morphine va être réservée pour les patients qui ont une douleur très intense, généralement estimée à plus de 7 sur 10 sur l'échelle visuelle analogique.
ou bien après échec d'un traitement par un antalgique de palier 1, palier 2, lorsqu'il y a une contre-indication à la prescription du traitement ou lorsqu'il y a des comorbidités, sujet âgé, qui a une insuffisance rénale, comorbidité cardiovasculaire. Donc ça, ce sont les indications pour démarrer le traitement. Et la prescription de la morphine ou de ce dérivé passe obligatoirement, et surtout dans la douleur chronique, par des objectifs. Il y a un cahier de charge, il y a un contrat de soins qui doit être partagé avec le malade. On donne la morphine pour soulager rapidement, pour permettre la reprise de l'activité physique, pour améliorer la qualité de vie et pour éviter la chronicité. Et si on n'arrive pas à obtenir ces objectifs, il vaut mieux l'arrêter. Alors, quelles sont les indications des morphiniques en rhumatologie? D'abord, pour la douleur aiguë, ça c'est des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord. C'est surtout pour les radiculalgies intenses, les névralgies cervico-brachiales hyperalgiques, les cruralgies, les sciatiques. Certains, parfois, on trouve parfois des lumbagos hyperalgiques, qui sont de bonnes indications à la morphine. Les fractures pathologiques d'origine ostéoporotique à la phase aiguë sont également de bonnes indications. Parfois, certaines atteintes ostéo-articulaires infectieuses, les arthrites septiques, les spondylolistheries particulièrement douloureuses, et lorsqu'on a parfois des épaules hyperalgiques en rapport avec une bursite, lorsque, bien sûr, on n'arrive pas à soulager le malade par des traitements habituels que vous connaissez. Pour la douleur chronique, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où il y a des recommandations pour essayer de cerner un peu la manière comment on va gérer la prescription de la morphine de la douleur chronique, parce qu'ici, on se projette dans le temps par rapport à la douleur aiguë. Autant on va prescrire un morphinique pour quelques jours ou une semaine, ici, ça va aller vers plusieurs mois. Et donc, les premières recommandations émanent du cercle d'études de la douleur en rhumatologie, qui actuellement est une section qui fait partie de la Société française de rhumatologie, qui ont été à la base de la rédaction des premières recommandations de Limoges, que vous connaissez en 1999, et qui ont été revues récemment en 2012. Et puis, vous avez une autre société savante française, la Société française d'études du traitement de la douleur, qui est également, en 2016, ils ont fait des recommandations pour la douleur chronique non cancéreuse, surtout pour l'appareil locomoteur, et un autre papier dédié essentiellement au sujet âgé. Et donc, vous voyez ici on est frappé un peu par le nombre des articles de bonne qualité qui manquent. Par exemple, pour le CEDRE, qui est le cercle d'études sur la douleur en rhumatologie, il s'est inspiré de 18 études randomisées de bonne qualité. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'études pour rédiger les recommandations, où vraiment il y avait des essais thérapeutiques, morphine versus placebo ou un autre médicament. Pour la Société française d'études traitement de la douleur, il y a 15 recommandations à partir de 21 méta-analyses. Ça, c'est en 2016. Et toutes ces deux sociétés savantes ont établi des recommandations sur les indications de la morphine, les modalités de traitement, la prise en charge des effets indésirables et des recommandations concernant la dépendance et les mésusages, qui est la mauvaise façon de prescrire la morphine et ses dérivés. Donc, pour la douleur chronique, et vous allez voir que c'est partout pareil pour les deux sociétés savantes. Donc l'arthrose des deux membres inférieurs, c'est la coxarthrose et la gonarthrose, est une bonne indication à la morphine lorsque vous avez un échec des traitements habituels. Bien sûr, ce n'est pas d'emblée, c'est après un échec de traitement habituel, ou bien lorsque vous avez des patients qui ont une contre-indication à mettre une prothèse de hanche, une prothèse du genou, ou en attente de celle-ci. Pour la lombalgie chronique, comme pour la cervicalgie chronique, il y a également une indication à prescrire la morphine après échec de traitement conventionnel, mais c'est à ce niveau-là, et ça vous le savez parfaitement, dans la lombalgie chronique, il n'y a pas que la composante douloureuse, il y a également une composante psychologique qu'il faut bien évaluer, et il faut faire attention chez un lombalgie chronique qui a des problèmes de sinistrose ou des problèmes médico-légaux, un problème de litige avec l'administration, déclaration d'un accident de travail. Ce n'est pas vraiment un bon sujet pour la prescription de la morphine. Chez ces patients-là, on risque d'avoir la dépendance à la morphine. Il y a également pour les lombosciatiques chroniques, bien sûr, après échec d'un traitement ou une intolérance au traitement par les antidépresseurs tricycliques ou les antiépileptiques,
Polyarthrite rhumatoïde dans deux formes, échec des traitements habituels dans les biothérapies, ou bien les rares cas de patientes qui ont des polyarthrite rhumatoïdes anciennes, vieillies, qui ne sont plus actives, vu un stade séquelaire suffisamment âgé où on ne peut pas mettre un anti-inflammatoire non stéroïdien, on peut prescrire de la morphine à faible dose. Et puis pour les fractures vertébrales ostéoporotiques, lorsque les douleurs sont chroniques après un échec de traitement habituel. Et le CEDRE, il a mis bien sûr une recommandation à part pour la fibromyalgie. Il n'y a pas d'indication à mettre la morphine dans la fibromyalgie parce que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace, il n'y a pas de preuve de son efficacité. Et puis, vous serez obligé d'augmenter la dose de la morphine et donc de mettre le patient, vous l'exposer au risque de dépendance. Pour les recommandations de la Société française d'études de traitement de la douleur, c'est la même chose. C'est les mêmes recommandations. Et il insiste sur le fait que la prescription de la morphine doit être faite selon des objectifs partagés avec le patient qui doit être informé du contrat de soins. Et si on fait on va prescrire la morphine, d'emblée, il faut lui en parler comment est-ce qu'on va arrêter la morphine. Alors, puisque ce sont des recommandations qui sont assez récentes, et ça c'est une information qui est très importante pour le rhumatologue, quand je vais prescrire la morphine pour des sujets qui ont une pathologie chronique, qu'est-ce que j'attends? Tout ce qui sort dans cette méta-analyse, il y aura une amélioration de 10 à 30 sur 100 sur l'échelle numérique, en plus du traitement déjà prescrit par le patient. Et vous avez presque une règle 50-50, ça veut dire qu'il y aura 50% de vos malades qui vont rapporter 50% d'amélioration. Donc, il faut bien mesurer le pour et le contre au moment de la prescription de la morphine. Donc ici, toute maladie fonctionnelle ou psychosomatique, la fibromyalgie, les céphalées psychogènes, cervicogéniques ou bien les céphalées, la migraine ne sont pas de bonnes indications pour la morphine. Alors, je n'ai fini pour la partie un peu rébarbative scientifique. Là, on va passer à la partie vraiment pratique. Alors, comment est-ce qu'on classe les opioïdes forts? Ils sont classés en 4 catégories selon les récepteurs des opioïdes. Et il y a le premier groupe que vous voyez en rouge, qui sont les agonistes purs. C'est là où on trouve la morphine et les dérivés synthétiques de la morphine, c'est-à-dire l'oxycodone, l'hydromorphone et le fentanyl. Donc vous avez 4 molécules qui sont des agonistes purs. Et puis vous avez en vert les agonistes partiels, c'est le buprenorphine qui est le temgesic, qui est un agoniste partiel parce qu'il a juste des récepteurs mu, mais il n'y a pas de récepteur delta. Et puis vous avez des agonistes antagonistes qui sont utilisés par les médecins urgentistes ou par les réanimateurs, qui est le pentazocine et le nalbuphine. Et puis vous avez enfin les antagonistes qui est le narconaxone, qui est utilisé comme un antidote lorsqu'il y a une intoxication ou un surdosage en morphine et sur lequel je vais revenir. Donc je vais m'attarder un peu sur cette diapositive parce qu'elle est importante à retenir. C'est que la morphine, vous avez tout en haut la morphine par voie orale, qui est le sulfate de morphine, et puis vous avez le chlorhydrate de morphine, qui est la morphine injectable, parentérale, et puis vous avez 3 autres dérivés synthétiques de la morphine qui sont l'oxycodone, l'hydromorphone et le fentanyl. Alors pour le sulfate de morphine, donc vous connaissez sûrement le moscantin qui est de la morphine à libération prolongée, et vous voyez ici que la durée d'action est de 12 heures. C'est la raison pour laquelle que la morphine par voie orale à libération prolongée, c'est toujours 2 prises par 24 heures, une prise à 8 heures du matin, une prise à 8 heures du soir. Pour la morphine par voie orale à libération immédiate, ça on va l'utiliser surtout dans les formes aiguës, vous avez un délai d'action de 1 heure et puis vous avez une durée d'action de 4 heures. C'est la raison pour laquelle le Sévredol, qui est commercialisé au Maroc, on le donne, je vais utiliser la morphine à libération immédiate, toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. Et il faut attendre que le délai pour qu'apparaisse le délai d'un comprimé de Sévredol, il faut 1 heure pour que commence l'effet. Et donc, je ne vais pas donner 2 prises à moins d'1 heure. Il faut attendre au moins 1 heure.
Alors, pour la morphine à libération, la morphine par voie injectable, donc ça, c'est de la morphine à usage hospitalier, donc on peut avoir à la prescrire soit aux urgences, soit dans un service hospitalier ou dans une clinique. Donc, vous avez surtout la morphine par voie intraveineuse. Donc, le délai d'action, il est rapide, 5 minutes, et la durée d'action, il est de 2 à 3 heures. Et on voit bien ici que pour la voie subcutanée, il est un peu plus prolongé par rapport à la voie intraveineuse. Pour l'oxycodone, l'hydromorphone, qui ne sont pas commercialisés au Maroc, vous avez ici des formes prolongées, des formes à libération immédiate. La sulfidone, la même chose, vous avez une forme prolongée. Et puis, vous avez le fentanyl, qui est le dérogésique. Le dérogésique, nous avons au Maroc juste la forme à libération prolongée. C'est un patch qu'on met toutes les 3 jours, parce qu'il a une durée d'action de 72 heures, mais qui n'est pas utilisé d'emblée dans la douleur en rhumatologie. Et puis vous avez également ici le fentanyl, qui est à libération immédiate. Alors le fentanyl, c'est un dérivé synthétique qui est 150 fois plus puissant que la morphine, que la chlorhydrate de morphine. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici que les doses sont au microgramme. Donc là, il est utilisé, ça ressemble un peu à des tiges coton. On va mettre dans la bouche du malade. Là, il est rapide parce qu'il agit au bout de 5 minutes et il a une durée d'action de 2 heures. Et donc, en rhumatologie, la liste des opioïdes forts qui ont l'AMM, c'est le fentanyl, l'oxycodone et la morphine. Donc, vous voyez ici le tableau des opioïdes forts qui sont commercialisés au Maroc. Donc, vous avez la morphine par voie intraveineuse, c'est des boîtes de 10 ampoules qui coûtent 50 mg. Donc, une ampoule coûte à peu près 5 dirhams. La morphine à libération prolongée, qui est le Moscantin, c'est des boîtes de 14. Alors pourquoi ils mettent 14? Parce qu'on donne généralement un comprimé matin et soir, et on nous sommes toujours régis par les lois des 7 jours, malheureusement, dans la prescription de la morphine. C'est le délai à partir duquel on peut renouveler l'ordonnance. Par contre, en Europe, ils sont maintenant à une loi de 28 jours pour le renouvellement des ordonnances. Le 10 mg, il coûte à peu près 46 dirhams, et le 30 mg, ce sont les deux posologiques qu'on utilise souvent en rhumatologie, coûtent 108 dirhams. Et puis vous avez le Sévredol, qui est la morphine à libération immédiate. Vous avez le 10 et le 20 mg. Le fentanyl patch, il coûte beaucoup plus cher. Nous avons le 25, le 50, le 75 et le 100 microgrammes. Alors, comment ça se passe de point de vue pratique? Alors, pour la douleur aiguë, par exemple, sciatique aiguë ou névralgie cervico-brachiale hyperalgique, donc nous avons le choix pour l'utilisation de la morphine pour soulager rapidement. Il n'y a pas mieux que la voie injectable. Et quand je dis voie injectable, automatiquement, c'est en milieu hospitalier. Par contre, on peut toujours utiliser la voie orale. La voie orale, et ça, on peut le faire, bien sûr, en médecine de ville, dans un cabinet en libéral. On peut prescrire le Sévredol pour la gestion d'une douleur aiguë. De toute la manière, lorsque je vais utiliser la voie injectable, c'est pour soulager le malade, mais par la suite et immédiatement dans la journée, je vais faire le relais par voie orale, de toute manière. Parce que la voie injectable, elle apporte rapidement le soulagement. On peut gérer des situations hyper méga douloureuses en 15 à 20 minutes. Et après, on passe à la voie orale. Pour la douleur chronique, il est recommandé d'utiliser uniquement la voie orale. Et dans tous les cas, il y a la gestion des effets indésirables. Pour la morphine injectable, c'est surtout la dépression respiratoire quand on ne sait pas utiliser la morphine par voie intraveineuse, et je vais y revenir. Et pour les douleurs chroniques, c'est le risque de dépendance qu'il faut bien sûr gérer. Donc, je vais vous présenter à travers un cas clinique, juste pour l'immersion, comment est-ce qu'on va gérer l'utilisation de la morphine par voie parentérale, parce que c'est très facile. On l'a instauré maintenant à l'hôpital militaire à Vicenne depuis presque une quinzaine d'années. Les médecins urgentistes, les infirmiers, ils sont rodés et ils savent facilement utiliser la morphine par voie intraveineuse. Alors là, c'est un patient qui a 70 ans, donc un sujet âgé, qui a une sciatique hyperalgique depuis 3 semaines, avec une échelle visuelle analogique à 9 sur 10, donc il est hyperalgique, malgré la codéine, le paracétamol et le tramadol. Donc j'ai choisi ici que le patient est sous antivitamine K parce qu'il vient de faire une embolie pulmonaire il y a 6 mois. Il est hypertendu, il a une hypercholestérolémie, donc il a la comorbidité cardiovasculaire. Donc vous voyez ici le traitement qu'il reçoit: Syntrome, l'amlodipine,
une statine, le paracétamol à 3 grammes par jour, le tramadol à 400 mg par jour. Et pourtant, le patient n'est pas soulagé. Et sur le scanner, il y a une dysarthrose étagée. Alors, c'est là où on se pose la question, quel traitement médicamenteux lui prescrire pour soulager rapidement ce patient? Donc, c'est là où on voit un peu l'indication de la morphine. Et le rationnel à utiliser la morphine chez ce patient, c'est parce que la douleur, elle dépasse 7 sur l'échelle visuelle analogique, ou bien sur l'échelle numérique, qu'il est déjà en échec à un traitement de palier 1 et 2, parce que le patient est sous paracétamol et sous tramadol, et que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne peuvent pas être associés avec les antivitaminiques A. C'est un sujet de plus de 70 ans. Donc, dans ce cas-là, la première chose à faire, il faut vérifier l'absence, s'il n'y a pas de contre-indication, et de démarrer la titration de la morphine. Souvent, le plus facile, c'est par voie intraveineuse, et puis on fait un relais par voie orale. Sinon, si on ne peut pas faire la voie intraveineuse, on peut démarrer d'emblée par la titration par voie orale. Donc les contre-indications, il y a 7 contre-indications à connaître, c'est surtout les insuffisances respiratoires décompensées, les insuffisances hépatocellulaires, les insuffisances rénales sévères. Il faut faire attention aux cirrhotiques. On a pu endormir pendant 3 jours une patiente cirrhotique rien qu'avec une cuillère à soupe de codéine. Donc c'est pour la morphine, donc il faut faire vraiment attention. Les insuffisances rénales sévères, les clairances qui sont inférieures à 15 millilitres par minute, les épilepsies non contrôlées, le traumatisme crânien, les intoxications aiguës, alcooliques aiguës et l'association avec les inhibiteurs de la monoxyde oxydase. Donc ça, c'est les principales contre-indications, c'est surtout les premières. L'insuffisance respiratoire décompensée, l'insuffisance hépatocellulaire chez un cirrhotique et l'insuffisance rénale aiguë. Sévère. Donc la voie de l'urgence, c'est la voie intraveineuse. Et s'il y a un slogan à faire passer, oui, mais toujours dilué. Il faut toujours diluer la morphine parce que sinon, vous allez endormir votre patient sur la paillasse. Donc comment ça se présente? Donc nous avons la morphine, c'est des ampoules de 1 ml. Dans 1 ml, il y a 10 mg de chlorhydrate de morphine. Donc il faut toujours, jamais injecter de la morphine par voie intraveineuse directe. Il faut toujours la diluer. Donc il faut la diluer dans 10 cc de sérum physiologique, ce qui fait que dans la seringue, on aura 10 mg de morphine dans 10 cc de sérum physiologique, ce qui fait à peu près pour 1 millilitre, il y a 1 mg de morphine. Pour chaque millilitre, il y a 1 mg. Et puis on fait l'injection vraiment de manière très douce, 2 mg par 2 mg. 2 mg par 2 mg, toutes les 5 à 10 minutes. Et on attend l'arrivée de la sédation. Donc l'objectif, c'est d'arriver à une échelle visuelle analogique inférieure à 3. C'est là où on arrête la titration de la morphine. Quand on est dans un hôpital, il est plus facile de mettre un max d'oxygène lorsque nous avons un sujet âgé ou une insuffisance rénale sévère. Et chez ces patients-là, il vaut mieux faire des posologies inférieures à 2 mg. 1 mg par 1 mg est largement suffisante pour un sujet âgé pour arriver à la sédation. Alors pourquoi cette titration? Parce que nous, on cherche à atteindre le seuil analgésique, sauf que le seuil analgésique, ça, on ne le connaît pas. Il est très variable d'un patient à un autre. Il y a des patients qui vont être soulagés à 4 mg, d'autres à 6, d'autres à 8, d'autres à 12 mg. Ça, on ne le sait pas. Et donc, il ne faut pas injecter rapidement pour ne pas arriver au seuil toxique. C'est pour la raison pour laquelle on injecte 2 mg par 2 mg par 2 mg, sachant que la morphine, lorsqu'on l'injecte par voie intraveineuse lente, vous avez le délai d'action est de 5 minutes. C'est la raison pour laquelle il faut attendre 5 minutes avant d'injecter la prochaine dose. Et la durée d'action, vous aurez une durée d'action de 2 à 3 heures. Alors, lorsque on fait la titration de la morphine par voie intraveineuse, il faut connaître 2 paramètres très important. D'abord, savoir surveiller et avoir de bons contacts dans un service de réanimation. Parce que lorsque parfois, ça arrive exceptionnellement, depuis 15 ans, on n'a jamais eu de problème aux urgences au moment de la titration. On n'a jamais eu parce qu'on fait la titration de manière vraiment très progressive. Il faut surveiller l'échelle de la sédation. Généralement, c'est des gens qui vont s'endormir au moment de la titration. Et donc, il faut éviter que le patient ait une échelle de 2 ou 3, c'est-à-dire les patients qui commencent à somnoler et qu'on arrive difficilement à stimuler de manière verbale ou de manière tactile. La deuxième échelle, c'est l'échelle respiratoire.
à l'échelle respiratoire, il ne faut pas que la fréquence respiratoire baisse et qu'elle soit inférieure à 10 cycles par minute, ou bien que le patient carrément fasse des pauses ou des apnées. Je n'ai vu un cas une fois en France où une assistante a mis une ampoule de morphine à un patient qui avait une sciatique hyperalgique. Sur place, elle a fait des pauses respiratoires. Donc il ne faut jamais faire d'injection rapide. Alors, supposons que ce malade, chez qui on a fait une titration par voie intraveineuse et qu'on a fait une injection de 2 mg à 5 minutes d'intervalle, à 5 reprises, ça veut dire qu'on est arrivé à 10 mg et que la fréquence respiratoire chez ce patient elle a baissé à 8 cycles par minute. Donc on est vraiment dans un stade qui est un stade 2. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc la première chose auquel il faut suspecter, c'est un surdosage en morphine. Parce que l'élimination de la morphine est très variable d'un sujet à un autre. Et dans ce cas-là, il faut utiliser l'antidote de la morphine qui est le naloxone, qui n'était pas disponible dans les hôpitaux au Maroc, mais actuellement, depuis une dizaine d'années, on a le Narcan dans tous les services de réanimation ou des urgences, et il faut le demander. Et dans ce cas-là, il faut injecter l'antidote. Il y a un protocole. Donc le naloxone, c'est des ampoules de 0,4 mg qu'il faut diluer dans 10 ml, et on injecte 1 ml par minute toutes les 2 minutes jusqu'à ce que le patient se réveille. Et généralement, il est très, très, très efficace. C'est un produit qu'il utilise même pour réveiller un malade en pleine anesthésie. Donc, il est rare qu'on soit obligé à transférer le malade dans une unité de soins intensifs. Donc, c'est un effet indésirable vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, en dehors de cette complication, alors comment est-ce que je vais faire pour passer à la voie orale? Parce que je ne vais pas garder le patient sous morphine tout le temps. Parce que je vais le soulager, mais par la suite, il faut que je passe à la voie orale. Et dans ce cas-là, il y a une règle qu'il faut retenir. Alors, on suppose que ce patient a été soulagé avec 6 mg de morphine par voie intraveineuse. Donc, on a injecté 2 mg 3 fois. Donc, il est soulagé par 6 mg. Alors, ici, on peut passer à la morphine à libération immédiate, qui est le Sévredol. Donc, il y a une règle toute simple, qui est la règle 1, 2, 3. Donc, c'est facile à retenir. Donc, 1 mg de morphine par voie intraveineuse est égal à 2 mg en sous-cutané, est égal à 3 mg par voie orale. Et donc, si le patient a été soulagé par 6 mg de morphine, donc vous multipliez par 3, vous aurez 20 mg de morphine à libération immédiate. Donc, vous allez donner du Sévredol, 20 mg, un comprimé toutes les 4 heures. Donc, ça, c'est la règle. Alors, on suppose maintenant que le patient a été soulagé par 10 mg de morphine. Donc 10 mg de morphine par voie intraveineuse est égal à 20 mg de morphine sous-cutanée est égal à 30 mg de morphine LP. Et dans ce cas-là, on va donner 30 mg de Sévredol tous les 4 heures. Donc un comprimé à 20 et un comprimé à 10. Alors l'autre façon de faire, c'est de faire une pompe PCA, mais qui est rarement utilisée parce que ça nécessite une indication du patient. Et généralement, c'est les réanimateurs qui posent ce genre de... Alors, l'autre façon pour utiliser la morphine, c'est dans la pathologie clinique, c'est la voie orale. Alors, nous avons deux types de morphine par voie orale, la morphine à libération prolongée qui est le Moscantin et la morphine à libération immédiate qui est le Sévredol. Alors, ça, c'est la façon pour traiter les patients en hospitalier lorsque on n'est pas vraiment dans une situation d'urgence. Donc, pour mémoire, vous avez ici la morphine à libération immédiate qui est le Sévredol et le Moscantin. Alors, pour la morphine à libération immédiate, qui est le Sévredol, alors le Sévredol, il est utilisé seul dans deux situations. Soit le sujet il est âgé, ou bien il a des comorbidités, en l'occurrence rénale, ou bien lorsque vous avez la douleur aiguë, dont j'ai parlé tout à l'heure. La titration avec la morphine à libération prolongée, il a un protocole où on va utiliser d'abord une titration, on va associer les deux, morphine à libération prolongée plus morphine à libération immédiate, selon un protocole, je vais vous montrer tout à l'heure, et qui est valable pour la douleur chronique. Alors, pour le protocole de la douleur, pour la morphine à libération immédiate, c'est très simple. Donc, vous avez un malade qui vient avec une douleur aiguë,
Donc vous allez prescrire le Sévredol. Soit vous avez le 10 mg, soit vous avez le 20 mg. Donc on va commencer par 10 mg qu'on va prescrire toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. Mais au moment de la titration, si vous êtes en hospitalier ou dans une clinique, donc vous allez pouvoir titrer avec la voie orale en donnant le Sévredol un comprimé de 10 mg par heure sans dépasser 4 prises durant les 4 premières, jusqu'à ce que le malade soit vraiment, on a une sédation de la douleur. Et puis par la suite, on va prescrire une prise toutes les 4 heures. Bien sûr, avec la possibilité, je vais en parler tout à l'heure, à passer à la voie, à la forme prolongée. Donc le Sévredol, c'est ce que j'utilise moi souvent lorsque vous avez parfois des névralgies cervico-brachiales qu'on n'arrive pas à soulager avec un anti-inflammatoire non stéroïdien. Le patient est revenu, on a mis de la corticothérapie, le patient continue toujours à souffrir, on peut mettre du Sévredol pour 1 semaine à 2 semaines, et généralement c'est efficace. Ou bien pour les sujets âgés. Alors pour la morphine à libération prolongée, donc dans ce cas-là, vous avez ce protocole, vous avez le schéma. D'abord, je vais donner de la morphine à libération prolongée, donc du moscantin. Et puisque le moscantin il a une durée d'action de 12 heures, donc je vais le prescrire une prise le matin, une prise le soir, à 12 heures d'intervalle. Mais entre les deux prises, je vais laisser au patient la possibilité de prendre de la morphine à libération immédiate. Donc c'est le patient qui prend son Sévredol entre bien sûr les deux prises de morphine à libération prolongée. Alors les posologies, alors il n'y a pas de posologie, on ne connaît pas la posologie. Généralement, on commence, chez un sujet jeune, vous commencez par 30 mg de moscantin matin et soir. 30 mg. Sujet âgé, vous baissez la posologie à 20, voire à 10 mg. Et puis pour la morphine à libération immédiate, vous laissez le choix au patient de prendre ces 10 mg, mais il faut que les prises de Sévredol soient espacées de 4 heures. Donc on ne va pas garder ce protocole de cette manière. Je vais vous donner un exemple comment on va titrer et de passer de cette association à la morphine par libération prolongée. Donc je commence le premier jour 30 mg de moscantin matin et soir, donc toutes les 12 heures. Et je donne la possibilité au patient de prendre le Sévredol toutes les 4 heures en fonction de l'intensité de sa douleur. Et on suppose que le patient a pris les 2 comprimés de moscantin et il a dû prendre 4 comprimés de Sévredol. Donc je calcule la posologie totale de la morphine consommée. Donc il a pris 60 mg de morphine à libération prolongée, plus 40 mg de morphine à libération immédiate. Donc ça lui fait 100 mg qui a été consommé le premier jour. Ces 100 mg, je vais les transformer en moscantin. Donc ça va faire 50 mg matin et soir. Et je laisse toujours au patient la possibilité de prendre la morphine à libération immédiate. Et on suppose par exemple qu'il en a pris 2. Donc il a fait 100 mg de morphine à libération prolongée, plus les 20 mg de morphine à libération immédiate, ça fait 120 mg, et que je vais transformer par la suite à 60 mg matin et soir, jusqu'à ce que la douleur cède. C'est ce qu'on appelle la titration. Alors, chez ces patients chroniques, c'est là où il faut faire attention parce qu'il y a des règles de prescription. D'abord, le contrat de soins dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez faire de l'épargne en matière de prescription de la morphine en associant aux opioïdes, le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que ça vous permet de réduire la posologie de la morphine. Il faut toujours évaluer le bénéfice-risque et sachez que la dose efficace d'entretien doit être adaptée de manière régulière en fonction de l'évolution de la pathologie. Alors, pour la posologie et la durée, donc ce que vous voyez ici, ce sont les recommandations de la section douleur de la SFR. Donc, généralement, 20 à 60 mg par jour de morphine à libération prolongée est largement suffisante dans toutes les pathologies de l'appareil locomoteur. Il arrive vraiment rarement qu'on soit obligé à donner plus de morphine. On a toujours la possibilité de l'adapter en fonction de l'horaire de la douleur. Par exemple, on n'est pas obligé de donner 30 mg de moscantin matin et soir. On peut donner, par exemple, juste la posologie du soir parce que la pathologie est inflammatoire, ou bien donner la prise du matin parce que la pathologie elle est mécanique, comme on peut faire, par exemple, 1 tiers le matin, 2 tiers le soir, en fonction, donc c'est en fonction de l'évaluation clinique du médecin. Alors,
il est exceptionnel d'arriver à 150 mg de morphine. Alors, juste pour information, la posologie moyenne en oncologie, ils vont rapidement vers 300 mg par jour de morphine dans la douleur chronique cancéreuse. Mais dans l'appareil locomoteur, si vous arrivez à 150 mg par jour, il faut faire attention parce qu'ici, il y a un risque vraiment d'addiction et de musillage parce que le patient, probablement, il est en train de faire de la tolérance. Et lorsque vous n'avez pas d'effet réellement probant avec la morphine, au-delà de 3 mois de traitement, il faut arrêter. Il faut arrêter au bout de 3 mois. Donc, 20 à 60 mg par jour pendant une durée optimale de 3 mois. Alors, il faut arrêter bien sûr en cas d'inefficacité, lorsqu'il y a des signes d'addiction, et l'arrêt doit être bien sûr progressif, parce que si vous arrêtez la morphine de manière brutale, le malade il fait un syndrome de sevrage, un syndrome de manque. Alors, quelques précautions, parce qu'en rhumatologie, on ne voit pas que des sujets jeunes. Il faut faire attention aux personnes âgées, les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, respiratoire, les patients hypovolimiques dénutris. Chez cette catégorie de patients, ne prescrivez pas l'Omoscontin, la morphine à libération prolongée. Mettez du Sévredol. C'est ce qu'on dit, sujet âgé, plus de 65 ans, il vaut mieux prescrire la morphine à libération immédiate pour la simple raison parce que la durée d'action ici de 4 heures et donc rapidement le patient il a le temps d'éliminer sa morphine au lieu de prendre par exemple de la morphine à libération prolongée où le délai d'action est plutôt de 12 heures. Il faut diminuer les doses. La moitié de la dose, par exemple, au lieu de donner 10 mg de morphine à libération immédiate, on peut donner 5 mg. Donc, c'est des comprimés qui sont ségables. Ou bien, on peut espacer les prises. Au lieu de 4 heures, on met 6 heures. Alors, la gestion des effets indésirables. Alors, le principal effet indésirable, c'est la constipation. Alors, la constipation, c'est la principale cause d'arrêt de la morphine. Les gens arrêtent la morphine à cause des effets indésirables digestifs, beaucoup plus qu'à cause de l'inefficacité du traitement. Alors, la constipation, c'est un effet indésirable qui est constant. Tous les malades sans morphine font de la constipation, à quelques exceptions près, et c'est dose indépendante, même avec 5 mg de morphine, parce que ça ralentit le transit et les malades vont avoir la constipation. C'est la raison pour laquelle le traitement laxatif doit être automatique et il est donné immédiatement au moment de la prescription. Donc on peut utiliser par exemple le Forlax et les mesures hygiéno-diététiques que vous connaissez. En cas d'échec, on peut associer de laxatif, faire un lavement rectal, vérifier qu'il n'y a pas de fécalum, mais vous avez ici un médicament que le Relistor, qui est utilisé dans la douleur cancéreuse, dans les unités de soins intensifs. C'est un antidote de la morphine, mais il n'est pas comme le Narcan. Il agit uniquement sur les récepteurs digestifs et qu'on peut donner par voie intraveineuse, qui n'est pas commercialisé au Maroc. Les nausées et les vomissements, c'est également très fréquent, mais ils s'atténuent rapidement, généralement au bout de 10 à 20 jours. Et il faut bien sûr donner le traitement préventif parce que sinon le malade va arrêter la morphine. Alors on peut donner par exemple ici le motilium. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'avec le motilium il y a une alerte et qu'on ne peut pas prescrire le motilium au-delà de 7 jours à cause des événements cardiovasculaires. Sinon, vous pouvez utiliser avec beaucoup plus d'innocuité le Primperon ou bien le Vogalène. Rarement, on arrive vraiment à aller plus loin, par exemple le Zofrène ou bien à d'autres médicaments. Généralement, ça marche très bien avec le traitement symptomatique. La somnolence, troubles confusionnels et cognitifs, c'est des choses qui peuvent arriver surtout chez le sujet âgé, mais qui s'estompent rapidement avec la prescription du médicament. Généralement, ça disparaît en quelques jours. Il faut faire attention. Sinon, pas le malade, certains patients âgés qui peuvent se tromper sur la prise. Au lieu de prendre un comprimé, ils comprennent le double, voire le triple de la posologie. Donc, c'est le musillage. Ou bien, chez les sujets jeunes, il faut faire attention s'il n'y a pas de recherche d'addiction. Donc, c'est des malades qui prennent plus de la posologie qui est prescrite. Le risque de rétention aiguë des urines, surtout chez les patients qui ont un adénome de prostate. Et je vais terminer les effets indésirables avec le mususage et la dépendance psychique. Alors, le mususage, c'est la mauvaise utilisation d'un médicament qui est prescrit, que ce soit par le médecin ou bien par le patient. Donc, c'est l'usage d'une substance en dehors de son indication ou de sa prescription. C'est un effet qui peut être recherché chez des patients qui ont des antécédents d'addiction à d'autres substances illicites.
surtout lorsque le sujet est jeune. Donc je vais revenir à ces facteurs de risque. La tolérance à l'augmentation de la dose qui est nécessaire pour obtenir le même effet pharmacologique, c'est la titration. Donc le malade, vous lui donnez par exemple 30 mg de morphine, il n'est pas soulagé, vous pouvez augmenter à 40, à 50, à 60, c'est tout à fait normal. Par contre, l'addiction, c'est la dépendance psychologique. Donc c'est le patient qui cherche vraiment l'effet euphorique des morphiniques. C'est un trouble de comportement compulsif et il est souvent plus fréquemment rencontré dans les douleurs chroniques non cancéreuses. Alors ce risque de dépendance, il varie selon les séries que j'ai vues entre 0 et 10%. Et c'est parmi les freins les plus importants à la prescription de la morphine par les rhumatologues en Europe par rapport aux rhumatologues américains. Donc, si vous suspectez le risque d'addiction, il faut arrêter bien sûr la morphine. Et on le suspecte lorsque vous avez quelqu'un chez qui la douleur persiste au-delà des 3 mois de traitement. Et c'est quelque chose qu'il faut chercher systématiquement au moment de la prescription et au cours de la surveillance. Les sujets les plus à risque d'addiction, c'est les sujets entre 18 à 30 ans de sexe masculin. Ceux qui fument, qui ont un tabagisme actif. On en parlait tout à l'heure avec le Dr Sadrati. Apparemment, les sujets qui ont un tabagisme actif sont plus enclins à demander plus de traitement par morphinique, les antécédents d'addiction à l'alcool, les problèmes médico-légaux. En milieu militaire, à lombalgique, souvent il y a dessous les lombalgiques chroniques résistantes au traitement, souvent il y a dessous des problèmes médico-légaux, donc il faut faire attention. Les patients qui ont des antécédents psychiatriques, les patients qui ont des antécédents de musuage ou ceux qui ont déjà consommé des produits illicites. Vous avez ici des grilles qui permettent de dépister les risques d'addiction. C'est la liste que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et je termine par des points forts. D'abord, la morphine n'est pas un traitement de première intention. Ça c'est des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord. Donc, avant de prescrire un morphinique, il faut bien faire une évaluation complète, surtout dans la douleur chronique où il y a plusieurs composantes intriquées avec la composante douloureuse. Il y a la composante émotionnelle, comportementale, cognitive, psychosociale, surtout chez des malades qui ont par exemple des lombalgies. Il faut toujours établir un contrat de soins clair et partagé avec le patient. Il faut sélectionner les malades. Et en rhumatologie, il faut privilégier la voie orale. Pour la douleur aiguë et pour les sujets âgés, c'est beaucoup plus la morphine à libération immédiate qui est le Sévredol. Pour la douleur chronique, c'est la morphine à libération prolongée. Adapter la posologie en fonction du terrain, prévenir systématiquement les effets indésirables, surtout la constipation, et éduquer le patient pour éviter le musuage. Donc pour pouvoir prescrire de la morphine, alors il faut faire une demande pour avoir un carnet de souche que vous voyez ici sur l'écran. Donc c'est un carnet où il y a on garde ici un talon, c'est la souche, et là vous avez la prescription du morphinique. Pour les plus jeunes, il faut écrire le nom commercial en toutes lettres et la posologie en toutes lettres. Et malheureusement, on ne peut pas aller à plus de 7 jours dans la prescription. Et donc pour avoir ce carnet à souche, il faut établir une demande à une division des opioïdes au sein du ministère de la Santé publique et ils vous envoient les carnets à souche. Vous pouvez en demander autant que vous voulez. Vous pouvez avoir 2, 3 ou 4 carnets à souche. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions.